Bonjour à tous, il est polytechnicien, a été consultant chez Andersen et il a également occupé quelques fonctions de direction au sein notamment de la société de bourse Mesquer-Troussel et d'AXA Courtage. Depuis le 2009, il préside la filiale française d'Aon, spécialiste mondial de la gestion des risques et du courtage d'assurance. Il est par ailleurs membre de la commission internationale du MEDEF. Bonjour Robert Leblanc. Alors, les amateurs de football connaissent forcément le nom d'Aon puisque c'est le sponsor principal du club de Manchester United. Mais pour ceux qui vous connaissent un peu moins, est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots, nous résumer les activités de votre groupe? Le groupe est le leader mondial du courtage d'assurance et de réassurance. Et depuis l'acquisition des 8, on est aussi le leader mondial dans tout ce qui est conseil au RH, aux ressources humaines. Management des risques. Management des risques. En fait, le groupe résume en anglais, on a souvent des expressions plus synthétiques. Oui. Il y a deux mots-clés, risk and people. Voilà, tout est dit. Tout est dit. Et alors en France, Aon, ça pèse combien vous employez combien de salariés? On emploie 1100 salariés en France. Oui. Plus de 800 à Paris, puis 2 gros sites à Marseille et Angoulême, et quelques antennes régionales par ailleurs. Et nous faisons un chiffre d'affaires d'à peu près 300 millions d'euros. Vous avez publié début janvier dans Les Échos un point de vue qui interpellait le gouvernement. Et le thème général, si je le résume, c'était « Nous, patrons, nous souhaitons embaucher, alors aidez-nous ». Alors c'était juste avant que François Hollande précise son pacte de responsabilité. Est-ce que de votre point de vue, ce qui a été annoncé mi-janvier peut changer la donne, a déjà changé la donne pour les chefs d'entreprise? Oui, moi je suis de nature optimiste, donc quand je vois des choses aller dans le bon sens, je retiens le bon côté. Ensuite, des paroles ne sont que des paroles, il faut des actes pour que le bon côté soit vraiment là. Alors le papier que vous évoquez, moi je l'ai fait personnellement, mais je fais partie de ce cercle des patrons de filiales françaises de groupes internationaux qui ont eu l'occasion de s'exprimer. Une délégation a été reçue à l'Élysée. On voit que le pouvoir actuel commence à s'inquiéter effectivement de la relation entre l'économie française et les entreprises internationales, qui représentent au total une part importante de l'investissement en France, une part très importante de l'emploi en France et une part très importante aussi du PIB. Donc on ne peut pas agir en France en ignorant cette présence internationale. Sur ce point précis, François Hollande a annoncé la semaine dernière un certain nombre de mesures. Il a également promis de la simplicité, de la stabilité aux investisseurs étrangers. Est-ce que ça peut suffire à changer le regard que portent les grands groupes internationaux sur notre pays? Ça va dans le bon sens. Ça va dans le bon sens. Mais vous savez, c'est comme la réputation d'une personne. Il faut longtemps pour la construire, il faut très peu de temps pour la détruire. Les différentes mesures qui ont été prises dans notre pays créent une défiance à l'étranger. Moi, je peux en témoigner dans mon groupe. J'ai eu l'occasion de regarder une acquisition en France pour un peu de croissance externe. On a une belle croissance organique, mais la conforter par de la croissance externe est toujours sympathique. Le groupe m'a dit non. Et dans la réponse que j'ai... Quelques mois. Ça remonte au mois de novembre ou décembre, enfin l'automne dernier. Et l'argumentaire, c'était quoi? L'argument principal, c'est non, on n'investira pas en France. Parce que ton gouvernement semble ne traiter les sujets que par une augmentation d'impôts. Ce n'est pas la meilleure manière pour nous de créer de la valeur avec nos investissements. Point à la ligne. Et donc, vu d'un groupe international, la France n'était pas considérée comme prioritaire. Ils nous soutiennent. On s'est installé dans Paris même après avoir été mal localisé. Donc ils nous soutiennent. Il n'est pas question de quitter la France. Il y a de grandes entreprises en France qui ont besoin de courtiers. Le groupe E.ON est le numéro 1 mondial. Ne peut pas imaginer ne pas être en France. Donc nous y sommes bien pour longtemps. Enfin, tout ça va bien. Mais remettre de l'argent frais en plus, pas en France aujourd'hui. Voilà la réponse du groupe. Pour inverser la tendance. Il faudra du temps parce que les annonces qui ont été faites, encore une fois, vont dans le bon sens. Mais ce n'est pas du jour au lendemain qu'un groupe comme le mien dira « mais alors la France a changé du tout au tout ». Non, il faut du temps. C'est ça qui est toujours difficile, c'est ce temps nécessaire pour qu'une réputation s'inverse. Il y a tout juste un an, vous aviez quitté avec fracas le comité d'éthique du MEDEF, parce que vous étiez à l'époque opposé à la réforme des statuts proposée par Laurence Parisot. Aujourd'hui, quel regard portez-vous sur son successeur, Pierre Gattaz, à la tête du MEDEF? Alors, ce sont deux sujets différents. Et sur l'action. Je parle de son action et de son style, pas de l'homme. Je vais vous y répondre, bien évidemment. Mais ce que je voudrais dire, c'est que la prise de position que j'ai eue l'an dernier était sur une question de principe et n'était pas liée à une appréciation des personnes et de leurs mérites relatifs. Vraiment, je me suis abstenu à l'époque de commenter ma décision, considérant qu'elle valait suffisamment par elle-même pour que je n'ai pas besoin d'y rajouter quelques mots. Maintenant, pour ce qui est de votre question de l'action actuelle du président du MEDEF, moi je pense qu'elle est excellente. Le critère, je crois, dans un monde de communication, c'est qu'aujourd'hui, c'est le MEDEF qui trace la route. Il y a ceux qui sont pour, ceux qui sont contre. On ne fait jamais l'unanimité. Mais ce sont les initiatives du MEDEF qui créent le débat public
beaucoup plus que les autres partenaires sociaux que sont les syndicats d'employés, et plus, en un sens, que le gouvernement lui-même. Les prises de parole se font essentiellement en réaction aux initiatives du MEDEF. Le MEDEF qui donne le tempo. Le MEDEF donne le tempo. Donc je crois qu'à ce titre-là, c'est une réussite. Aon publie régulièrement, tous les 2 ans, une sorte de cartographie des risques identifiés par les entreprises. C'est une étude, je crois, qui s'adresse à 500 entreprises environ. Vous aviez dressé au printemps 2013 le top 10 des risques identifiés. Quels en étaient les grands enseignements ? Alors, les grands enseignements, c'est intéressant pour nous qui sommes dans le monde du risque et de l'assurance, c'est que les premiers risques ne sont pas des risques assurables. Le tout premier, c'est le ralentissement économique. Quand vous demandez à un chef d'entreprise, qu'est-ce qui t'inquiète le plus, toi ? Ce qui l'inquiète le plus, c'est que le monde qui est autour de lui n'avance plus. C'est qu'on n'achète plus de voitures, qu'on n'achète plus de voyages, qu'on n'achète plus de journaux. Et là, on a beau être le meilleur dans sa catégorie, s'il n'y a plus de clients en face, parce qu'il y a ce ralentissement, on en souffre forcément. Et ça, c'était une crainte partagée dans toutes les régions du monde. Oui, c'est général. Ce qui arrive en deuxième et qui est général aussi, dans un monde où les choses changent très vite, c'est les changements législatifs et réglementaires. Dans notre pays, on l'a déjà un peu commenté, c'est un sujet très important, mais ce n'est pas exclusivement français, c'est un sujet qui sort partout. On voit bien les normes bancaires, les normes d'assurance qui se définissent au niveau international, puis qui ne s'appliquent que dans une partie du monde. Il y a une grande incertitude. Et tout ça, ça fait partie des risques très importants par rapport auxquels, là encore, il n'y a pas de solution d'assurance, bien évidemment, mais les seules solutions sont, pour les entreprises qui en ont la taille, c'est d'être international et de ne pas dépendre que d'un territoire dans lequel il peut se passer n'importe quoi. Si on est dans 10 pays, ça va mieux que dans un seul. Ce que vous aviez souligné au printemps dernier également, c'était une baisse de la préparation des entreprises au risque. Ça veut dire moins de moyens consacrés à la gestion des risques. Et est-ce que selon vous, c'est un effet direct de la crise, une conséquence? Oui, je pense que dans une période de crise où beaucoup d'entreprises réduisent la voilure, elles sont assurées, les contrats d'assurance continuent de courir, la prise en compte de nouveaux risques passe un peu au second plan, à tort à mon avis d'ailleurs. Hein. C'est pas quand les choses vont mal qu'il faut se désintéresser du risque, au contraire. Mais de fait, c'est quand même ce qui s'est passé dans beaucoup d'entreprises, c'est de mettre moins de moyens dans la prévention des risques, l'identification de nouveaux risques, et donc une prise en compte des risques un peu en retrait par rapport à ce qu'elle était. C'est très relatif aussi, hein. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de prise en compte du tout, c'était juste une baisse. Très rapidement, Robert Leblanc, il y a un point que vous aviez également souligné dans cette étude, c'est que la cybercriminalité, qui est un risque pour le coup que l'on perçoit très précisément aujourd'hui, était plutôt minimisée par les entreprises que vous aviez interrogées. Et ça, c'est un point qui doit changer évidemment à vos yeux. Oui, c'est un point qui doit changer. Je pense que les entreprises américaines sont un peu plus averties du sujet. Il y a eu plus de cas qui les ont concernés. Mais toutes les entreprises du monde doivent aujourd'hui se préoccuper de ce risque-là, qui peut prendre de grandes proportions. En même temps, je peux rassurer les entreprises françaises, à ce jour, les contrats d'assurance qui existent n'excluent pas cette cause de difficultés informatiques. Par principe, couvert par les c'est couvert, il n'y a pas d'exclusion. Donc il n'y a pas aujourd'hui le même besoin en France d'acheter des contrats spécialement dédiés à ce risque que ce besoin n'existe aux États-Unis. Mais par contre, se prémunir contre ce risque par des mesures opérationnelles est un sujet majeur. Merci beaucoup, Robert Leblanc. À bientôt. Merci à vous. Merci.